Alors, le deuxième dossier. Donc c'est un dossier où vous recevez en consultation un patient qui a 67 ans, qui vous est adressé par son médecin traitant pour une éruption cutanée au niveau du visage. Donc pensez 67 ans, ce coup-là c'est un homme âgé, donc pensez aux maladies de l'homme âgé. Retenez surtout que les patients plus âgés ont des problèmes cardiovasculaires, des problèmes tumoraux, euh, entre autres. Pour une éruption cutanée au niveau du visage. Il vous explique que ça a débuté il y a environ 7 jours, d'abord au niveau des paupières supérieures en prenant une teinte rosée. Puis l'éruption s'est étendue au visage. C'est un ancien ouvrier dans le bâtiment, retraité, qui a pour antécédent une hépatite C guérie suite à une transfusion il y a 20 ans, où il a eu un accident de la voie publique avec plusieurs fractures, de l'arthrose et une cholécystectomie. Il est tabagique actif à 50 paquets années. Ce qu'il faut que vous reteniez là-dedans, pensez, ouvrier dans le bâtiment, retraité, donc il y a quelques années, 67 ans, ouvrier dans le bâtiment et tabagique actif. Pensez, bâtiment, ça peut être associé à de l'amiante, amiante, tabac, homme âgé. Il faut que vous évoquiez le cancer pulmonaire quelque part, si les symptômes correspondent. Ensuite, c'est un patient qui a une éruption cutanée au niveau du visage. Donc éruption cutanée au niveau du visage veut dire, bon, il faut la voir pour savoir un petit peu ce que c'est avancé sur le diagnostic d'un point de vue dermatologique, et penser le visage, est-ce que c'est quelque chose d'allergique, est-ce que c'est quelque chose d'infectieux, est-ce que c'est quelque chose qui est déclenché par le soleil, enfin pensez, le visage est une zone exposée. Bon. Et puis, en termes de comorbidité, pensez que c'est un patient qui a une hépatite C, je ne sais pas, enfin vous verrez si on peut en faire quelque chose, que c'est un patient qui a été un petit peu opéré, de l'arthrose, il prend des anti-inflammatoires, ce qui peut avoir une importance dans le dossier. Alors ceci sont les images du patient. La première, vous voyez son visage avec l'éruption qu'il décrit, qui a débuté au niveau des paupières, qui était d'abord rose ou de couleur un peu rosée, et qui s'est étendue au reste du visage. Regardez sa topographie. Il faut que vous, en dermatologie, essayez de voir s'il y a un facteur déclenchant qui est évident sur la topographie. Ici, on se doute bien que ce n'est pas une allergie solaire, vu que le front, le nez sont peu atteints, alors que ce sont des zones qui sont beaucoup plus protégées, qui sont touchées. Ensuite, on vous montre ses mains, où vous voyez des éruptions qui sont en ligne au niveau des articulations essentiellement. Donc une topographie qui est assez particulière. Et puis, on vous montre une photographie en zoom au niveau de l'ongle où ça illustre un petit peu ce dont on parlait au cas précédent avec regarder les doigts des patients pour rechercher des anomalies au niveau du lit de l'ongle. Ici, ce qu'on voit, tout ce que vous voyez, tous les points un petit peu partout, ce sont des mégacapillaires. Mégacapillaires. J'écris très mal. Et voilà. Bon. Donc vous poussez un petit peu plus loin l'interrogatoire. Le patient vous révèle qu'il se sent fatigué depuis plusieurs semaines, depuis environ 2 mois. J'ai oublié le O. Bon, c'est pas très grave. Il est faible, essoufflé à l'effort, il a des difficultés à monter les escaliers, ses cuisses ne le portent plus. Il doit faire des pauses pour monter un étage alors qu'il faisait 50 km de vélo il y a quelques mois, toutes les semaines. Il a perdu du poids, il se plaint de douleurs au niveau des ceintures, surtout le matin au réveil. Il prend des antalgiques mais ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que vous retenez de cette partie ? Il est fatigué depuis quelques semaines, il perd du poids, donc vous retenez asthénie, amaigrissement, faible, fatigué, donc c'est ce qu'on appelle une altération de l'état général. Et puis ensuite, il a des douleurs diffuses, donc des douleurs diffuses, et ses cuisses ne le portent plus. Donc on dirait une sensation de faiblesse, mais de faiblesse qu'il cible au niveau du muscle.
La première question, on vous demande de décrire les photographies. Donc la première photographie que vous avez vue, c'est une éruption du visage, il faut la décrire. Il s'agit d'une macule, parce que c'est une lésion en plan, érythémateuse, parce qu'elle est rouge, de couleur rose, lilas, qui est bien limitée. On peut voir ces limites qui sont nettes. On peut dessiner au contour les pourtours de la lésion, qui atteint les paupières supérieures et les joues. Et ça, c'est une lésion typique de dermatologie qu'on appelle un érythroœdème du visage ou un œdème liliacé des paupières. Retenez, œdème liliacé des paupières, c'est quelque chose qui est très 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 typique de la pathologie dont il va s'agir dans ce cas clinique. Alors la deuxième photographie, il s'agit de macules et de papules érythémateuses en bande situées le long des faces d'extension des doigts et des articulations. Donc des macules en plan, des papules en relief, érythémateuses parce qu'elles sont rouges, et c'est ce qu'on appelle un aspect en bande et en papule de Gautron. C'est aussi quelque chose qui est spécifique dans cette maladie. Donc vraiment, pensez, vous avez une main et vous avez des choses qui sont en bande le long des faces d'extension des doigts, avec surtout au niveau des articulations où on a quelque chose de plus... des papules. Et puis la troisième photo, c'était le pouce du patient, le doigt du patient. Où ce qu'il faut voir, c'est les mégacapillaires, les dilatations vasculaires, c'est ce qu'on appelle des télangiectasies, qui sont au niveau du lit de l'ongle, et c'est ce qui correspond à des mégacapillaires. C'est aussi un nom spécifique, un symptôme qui s'appelle le signe de la manucure. Et ces trois signes, donc l'œdème, l'érythème liliacé des paupières, les bandes et les papules de Gautron et le signe de la manucure sont vraiment trois symptômes dermatologiques qui sont très 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 évocateurs d'une maladie qu'on surnomme la dermatomyosite. Vous suspectez une pathologie musculaire. Comment est-ce que vous différenciez une myopathie d'une atteinte neurologique? Donc ça, c'est une deuxième question qui n'a plus rien à voir avec la dermatologie, qui est assez importante en termes de clinique, de sémiologie. Faire la différence entre une faiblesse musculaire, une atteinte neurologique. Alors ça se base sur certains points. Les choses qui sont essentielles, c'est qu'une atteinte musculaire a une prédominance qui est proximale, c'est-à-dire quand on a une atteinte du muscle, c'est les zones qui ont le plus besoin de muscles qui vont souffrir. Donc, vous prenez typiquement le bras d'un patient. Là où on a le plus de muscles, c'est au niveau du biceps, au niveau de l'épaule. Donc, on aura une faiblesse à cet endroit lorsqu'on a un syndrome myogène. Par contre, quand on a une atteinte neurologique, une atteinte des nerfs périphériques, c'est les zones qui sont les plus innervées, donc qui nécessitent le plus grand contrôle, qui souffrent. Or, c'est essentiellement au niveau des doigts où on a besoin du plus de mobilité, du plus de contrôle, de sensation. Et donc, lorsqu'on a une atteinte neurologique, ce sera essentiellement une atteinte qui sera distale. Donc, pensez, une atteinte du muscle, elle est essentiellement proximale. On n'a pas de troubles sensitifs. Pas de troubles sensitifs parce que le muscle, c'est pas ce qui donne les sensations, tandis qu'une atteinte nerveuse va donner un déficit moteur et sensitif. Une atteinte du muscle va respecter les réflexes ostéotendineux, tandis qu'une atteinte des nerfs périphériques va abolir les réflexes ostéotendineux. Et une atteinte musculaire, en général, est associée à une absence de fasciculation. Fasciculation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus neurologique que musculaire. Donc vraiment, retenez ces 4 points. Une atteinte du muscle, c'est proximal, on n'a pas de troubles sensitifs, on respecte les réflexes et on n'a pas de fasciculation. C'est vraiment des choses très simples à l'examen clinique qui vous permettront de faire la part des choses. Alors, concernant la pathologie musculaire, quel va être votre bilan clinique et paraclinique? Donc ici, on suspecte une maladie du muscle. Comment avancer dans un diagnostic de maladie du muscle? Les autres, ce sont des questions qui sont assez peu connues dans le programme d'internat et il faut connaître sur le plan sémiologique ce qu'il faut faire. Il faut d'abord éliminer tout ce qui, à l'interrogatoire, peut vous orienter vers d'autres causes d'atteinte du muscle. Ce qui peut abîmer le muscle, c'est les intoxications, essentiellement l'alcool. C'est les médicaments. Pensez aux statines qui déclenchent des myopathies. Ce sont les problèmes métaboliques, surtout les problèmes de thyroïde. L'hypothyroïdie peut être associée à une myopathie.
Bon, ensuite, à l'interrogatoire, évaluer la rapidité d'évolution, les symptômes, parce que les maladies du muscle peuvent s'associer à différents symptômes. On a la faiblesse, on a la douleur, pour les symptômes principaux. Et ensuite, on a l'examen physique. L'examen physique, ce qui est très important, c'est le testing musculaire. Le testing musculaire, on va prendre chaque groupe musculaire du corps, point par point, et on va les tester. Donc sur une échelle de force musculaire de 1 à 5, 5 étant un muscle normal, 1 étant un muscle qui ne se contracte plus. Et ça va permettre de quantifier, d'objectiver le déficit. Et puis ce qui est très important, c'est du coup, grâce à ce testing, on peut faire une sorte de carte du déficit, ce qui va permettre de savoir si c'est quelque chose qui est proximal ou qui est distal, parce que ce ne seront pas les mêmes maladies qui auront des atteintes proximales ou distales, si c'est quelque chose de symétrique ou d'asymétrique, si c'est quelque chose qui atteint la respiration, la déglutition ou qui n'atteint que les gros muscles. Et puis, l'examen physique se doit de rechercher des signes de gravité. Les muscles, on a 3 signes de gravité avec les muscles, 3 atteintes qui peuvent être graves. Les atteintes de la respiration, parce que c'est un muscle qui vous permet de respirer, d'où l'insuffisance respiratoire. Les atteintes de la déglutition, parce que c'est un muscle qui vous permet d'avaler, et des problèmes musculaires peuvent être associés à des fausses routes et à des problèmes de pneumopathie d'inhalation. Et les problèmes cardiaques, parce que le cœur est un muscle, et les myopathies peuvent être associées à de l'insuffisance cardiaque, à des troubles du rythme ou de la conduction, ou à divers problèmes cardiaques. Ensuite, le bilan paraclinique pour avancer sur un diagnostic de maladie du muscle, c'est essentiellement 4 choses. Retenez bien 4 éléments. En termes de biologie, les CPK, qui sont les enzymes du muscle. Une élévation des CPK montre et un des marqueurs de souffrance musculaire, mais on peut avoir une maladie du muscle sans avoir des CPK élevés, et on peut avoir des CPK élevés sans avoir de maladie du muscle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à relativiser. Ensuite, on a l'électromyogramme. L'électromyogramme qui va vous montrer un syndrome myogène. Donc en stimulodétection, on aura une conduction nerveuse normale, pas de signe de démyélinisation, pas de signe d'atteinte axonale, pas d'atteinte de la jonction neuromusculaire. Et en détection seule, on n'aura pas d'atteinte neurologique, mais une atteinte myogène. Pensez à l'imagerie musculaire. L'angioscanner et surtout l'IRM qui est intéressant parce qu'on a différentes séquences. Le T1 qui peut montrer, qui peut bien mettre en relief la graisse, et un muscle qui est composé essentiellement de graisse et de tissu adipeux n'est plus un muscle fonctionnel. Ça peut être une manifestation d'une maladie du muscle un peu vieilli. On a le T2 avec saturation de la graisse, ou un hypersignal T2 montre de l'inflammation. Et on a du T1 injecté, où la prise de contraste est aussi un marqueur d'inflammation. Et puis, pensez à la biopsie musculaire, qui est vraiment l'examen clé. C'est vraiment l'examen qui va vous permettre de faire les diagnostics de maladies du muscle. Ensuite, pour avancer dans une maladie du muscle, il faut rechercher si on trouve des signes évocateurs d'une maladie associée. Pensez aux auto-anticorps, donc les anticorps antinucléaires et anti-DNA natifs pour une maladie comme le lupus, les anti-SSA, anti-SSB pour une maladie comme le syndrome de Gougerot. Pensez aux anticorps de la sclérodermie, les anti-SCL70. Ceux qu'il faut que vous reteniez qui sont spécifiques du muscle, c'est des anticorps que vous voyez assez peu, c'est les anti-J01. C'est vraiment ceux-là qu'il faut que vous reteniez. Anti-J01 qui sont associés au syndrome des antisynthétases, qui est une maladie du muscle associée à des problèmes respiratoires, à des problèmes dermatologiques. Bon. Les autres sont vraiment peu importants. Et puis, retenez, il faut chercher des complications devant une maladie du muscle. Il faut absolument faire des EFR. Les EFR, donc les épreuves fonctionnelles respiratoires, vous permettent de voir les volumes et les débits au niveau ventilatoire, et ça va vous permettre vraiment de savoir si on a des difficultés
respiratoire, ça va vous permettre un suivi du patient où en voyant sa capacité vitale, son VEMS évoluer d'une consultation sur l'autre, on aura une idée de l'évolution de la maladie. Et pensez l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque pour rechercher une atteinte au niveau du cœur. La quatrième question, on vous donne le bilan biologique suivant. Une numération formule sanguine qui est tout à fait normale, un ionogramme qui est tout à fait normal, des CPK qui sont très élevés à 1000, et une CRP qui est très élevée à quasiment 100, donc un syndrome inflammatoire. Et on retrouve des anticorps anti-MI2. Ça, a priori, vous ne savez pas ce que c'est pas important, vous aurez toujours, je dirais à l'internat, des choses que vous ne comprenez pas dans l'énoncé. Il ne faut pas que vous soyez choqués outre mesure. Ce qu'on a chez ce patient, c'est une maladie de la peau, avec des atteintes dermatologiques qui sont assez typiques, une maladie du muscle, avec une faiblesse musculaire, une altération de l'état général, avec un patient qui est fatigué, qui perd du poids, qui n'a plus faim, et dans la prise de sang, des signes objectifs d'atteinte du muscle et de syndrome inflammatoire. Les anticorps anti-MI2 sont des anticorps qui sont retrouvés dans les dermatomyosites, mais ça, vous ne pouvez a priori pas le savoir. Vous n'en avez pas besoin pour faire le diagnostic. Donc, quel diagnostic suspectez-vous? Il s'agit d'une dermatomyosite. Ce qu'il faut que vous reteniez sur la dermatomyosite, c'est essentiellement ces atteintes dermatologiques. L'érythème liliacé des paupières, les bandes et les papules de Gautron, et le signe de la manucure avec les mégacapillaires. C'est vraiment ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Cinquième question. On vous dit que la biopsie musculaire confirme votre diagnostic. Qu'est-ce que vous devez rechercher et comment? Donc, dans une dermatomyosite, il faut savoir que c'est une maladie qui est très fréquemment associée à un cancer. Chez le sujet jeune qui fait cette maladie, c'est souvent quelque chose d'immunitaire, d'auto-immun, qui n'est pas associé à un cancer. Chez un sujet âgé, c'est très 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 souvent associé à un cancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dermatomyosite peut précéder ou suivre le cancer. En général, le cancer arrive entre 1 an avant et 1 an après le début de la dermatomyosite. Donc il faut absolument rechercher un cancer. Ça impose un examen clinique complet. Examen clinique complet, donc chez une femme, les examens gynécologiques, chez un homme, le toucher rectal, évaluer la prostate, et puis tout ce qui est pulmonaire, digestif, palper le foie, les aires ganglionnaires, l'examen neurologique. Ensuite, recherche de cancer, en termes de biologie, on peut parler des marqueurs tumoraux, essentiellement chez cet homme âgé, la prostate. Et puis, les examens d'imagerie de dépistage, la radiographie thoracique, une échographie abdominale, et dans toute dermatomyosite, on fera un scanner afin de rechercher une tumeur profonde. Votre bilan est négatif, donc vous ne retrouvez pas de cancer. Cela dit, il faut que vous ayez un petit peu de recul. C'est une maladie associée à un cancer chez un homme âgé, 70 ans, 67 ans, qui fume, qui a peut-être été exposé à l'amiante et qui a une altération de l'état général. Donc, gardez, même si on vous dit qu'on ne retrouve rien pour l'instant, gardez votre idée en tête. Quelles seront les grandes lignes de votre prise en charge thérapeutique? Donc il faut exclusivement traiter la maladie du muscle. C'est pareil, vous ne connaissez pas le traitement spécifique de la dermatomyosite, ce n'est pas là-dessus que vous serez évalué. Vous serez évalué sur votre prise en charge de façon générale. Donc retenez, une dermatomyosite, c'est une maladie inflammatoire du muscle. On a un traitement de toute maladie inflammatoire, la corticothérapie, en dose d'attaque, puis avec une décroissance progressive. Et retenez surtout que toute corticothérapie doit avoir ses mesures associées. Mesures associées, donc le régime hypoglycémique, hypolipidique, pauvre en sel, enrichi en potassium, une supplémentation vitamino-calcique, éventuellement associer des biphosphonates, prévenir l'anguillulose si c'est un patient africain ou qui est parti en Afrique, etc. Et pensez, c'est une maladie auto-immune, donc associer des immunosuppresseurs en cas de besoin, mais je le répète, c'est une maladie que vous ne devez pas savoir traiter, vous devez connaître les symptômes, tiquer dessus
et savoir donner le nom de la maladie. Vous ne devez pas savoir la traiter, donc vous ne serez pas évalué là-dessus. Par contre, ce qui est important, c'est une maladie du muscle. Là, c'est quelque chose de très important. Pensez à la kinésithérapie, à la rééducation. C'est vraiment très 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 important dès que vous avez une atteinte du muscle. Et pensez, c'est un patient qui a des douleurs, des antalgiques, c'est un patient qui va avoir une maladie chronique, donc qui va coûter cher, la prise en charge à 100%, le soutien psychologique parce que ça va modifier sa vie, sa vie habituelle. Et il faut penser, rechercher à nouveau un cancer un an après, surveiller le patient. Donc surveiller le patient en termes de muscles, testing musculaire, CPK, en termes de peau, en termes de tolérance. La tolérance est essentiellement celle des corticoïdes. Le poids, la tension artérielle, la glycémie, le bilan lipidique. La 7e question. Votre patient est finalement traité par des corticoïdes et des immunosuppresseurs avec des immunoglobulines intraveineuses. L'évolution est favorable. Quelles mesures doivent être associées à la corticothérapie? J'insiste beaucoup sur cette question parce que c'est vraiment ce qui est essentiel à l'internat. Donc, les corticothérapies doivent être associées à un régime. Ça, c'est vraiment très important. Ce régime doit être normocalorique. L'objectif, c'est que le patient ne grossisse pas. Et le régime normocalorique, c'est difficile à tenir parce que les corticoïdes donnent faim. Donc, un patient sous corticoïdes aura tendance à manger plus qu'un patient sans corticoïdes. Il faut que ce soit pauvre en sucre, pauvre en graisse, riche en protéines. Et très pauvre en sel. Je mets sans sel strict, mais on peut avoir un tout petit peu de sel et c'est à réévaluer en fonction de la tolérance, si le patient fait des œdèmes ou pas. Une corticothérapie doit être associée à une supplémentation en calcium et en vitamine D pour protéger l'os, en potassium parce qu'on perd du potassium avec les corticoïdes. Et puis, pensez au biphosphonate, parce que c'est la complication de la corticothérapie au long cours, l'ostéoporose qui entraîne des fractures, et puis toutes leurs complications, tout ce qui est opération, perte d'autonomie, infection, thrombose, etc. Ensuite, il faut que le patient sous corticoïdes ait une activité physique. Faire du sport, c'est vraiment important. Ça limite la prise de poids, ça limite le syndrome métabolique, ça améliore la qualité de vie. C'est vraiment très important. Et pour que la corticothérapie marche, il faut qu'elle soit associée à une éducation, à une information très importante. Parce que le patient va souffrir de la corticothérapie. Il va prendre du poids, il va avoir faim, il va avoir du mal à dormir le soir au début parce que ça a un effet excitant. Et s'il ne comprend pas bien l'intérêt de ces traitements, il n'arrivera pas à les prendre sérieusement. Et après, pensez à la surveillance. Donc la surveillance, vous détaillez surtout tout ce qui est poids, tension artérielle, prise d'œdème, température. En termes de biologie, essentiellement le bilan lipidique, la glycémie et l'ostéodensitométrie. J'insiste sur l'ostéodensitométrie parce que c'est un examen qu'il faut absolument prévoir en début de corticothérapie pour faire un point, savoir si c'est un patient qui doit nécessiter des biphosphonates. Alors un petit rappel, la dermatomyosite, pour que vous ayez quelques notions sur cette maladie. Vous ne devez pas la connaître à l'internat, vous devez juste tiquer sur certains symptômes et savoir l'évoquer. Vous n'aurez jamais à la diagnostiquer de façon précise, à la traiter. Je vous ai fait un cas clinique de dermatomyosite parce qu'il y avait des atteintes dermatologiques intéressantes en termes de médecine interne et pour un petit peu vous faire sortir du cadre habituel de maladies que vous connaissez pour vous obliger à réfléchir où vous ne connaissez pas tous les éléments de la maladie et vous forcer à marquer des points sur d'autres critères. Donc pensez, c'est une maladie du muscle avec un déficit qui est proximal symétrique. Les maladies du muscle peuvent être graves sur le plan respiratoire, sur le plan de la déglutition, sur le plan cardiaque. On a des signes dermatologiques, j'insiste beaucoup dessus, retenez-les. L'œdème liliacé des paupières, les papules et les bandes de Gottron et le signe de la manucure. Puis après on peut avoir des choses un petit peu diverses. En termes paracliniques, on a une atteinte du muscle, où les CPK sont élevés. On a à l'électromyogramme le syndrome myogène. Et les biopsies, on a des signes spécifiques qui ne vous intéresseront pas.
En termes d'auto-immunité, on n'a pas d'auto-anticorps spécifiques parmi les grands auto-anticorps très connus. Les anticorps antinucléaires, etc., ne sont pas associés à la dermatomyosite. En termes de traitement, il faut absolument rechercher un cancer. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, le traitement des corticoïdes et plus ou moins des immunosuppresseurs. 8e question. Votre patient s'améliore sur le plan musculaire, mais il perd du poids. Il se met à tousser de façon chronique. On réalise des épreuves fonctionnelles respiratoires. On voit qu'il n'y a aucun trouble lié à sa pathologie musculaire, à de l'asthme, à une bronchite chronique. Puis le patient se met à cracher du sang. On réalise une radiographie. Donc là, il faut vraiment que vous pensiez. On commence à avoir beaucoup d'éléments pour quelque chose de néoplasique. On a un homme âgé qui est tabagique, qui a peut-être été en contact d'amiante, qui a une altération de l'état général, qui a une dermatomyosite, qui est une maladie qui est associée à des cancers. Et on a un patient qui a des symptômes, il tousse, donc atteinte pulmonaire, et il crache du sang. L'hémoptysie étant quand même quelque chose qui doit vous faire penser dans ce contexte à quelque chose de tumoral. Et puis on vous montre cette radiographie. Donc une radiographie, il faut toujours l'interpréter de façon systématique. D'abord, est-ce qu'il y a une anomalie au niveau de la paroi? Ensuite, est-ce qu'il y a des anomalies au niveau du cœur et des gros vaisseaux? Est-ce qu'il y a une anomalie au niveau des îles ou du médiastin? Est-ce qu'il y a une anomalie au niveau pleural? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les cul-de-sac pleuraux qui sont libres ou pas? Est-ce qu'on a un pneumothorax? Et après, vous regardez le parenchyme pulmonaire, est-ce qu'on a une atteinte alvéolaire ou interstitielle? Ici, il y a une seule chose qui vous choque, c'est cette grosse masse au niveau du île droit du patient. Ce qu'il faut remarquer, elle est de grande taille, elle n'est pas très bien limitée et elle a des contours spiculés, un petit peu comme une étoile. Et ça, c'est quelque chose qui est très évocateur de quelque chose de tumoral. Quel diagnostic évoquez-vous? Une masse hilaire droite, unilatérale, spiculée, qui est très évocateur de cancer pulmonaire. Donc on évoque un cancer pulmonaire dans ce contexte, étant donné les signes cliniques, le terrain du patient, la dermatomyosite associée et cette radiographie. Quel examen vous permettra le diagnostic de certitude? Dans un cancer pulmonaire, c'est l'histologie qui vous donnera le diagnostic. L'histologie vous donnera le diagnostic. On peut l'obtenir le plus souvent par une fibroscopie bronchique avec une biopsie. On aura une tumeur bourgeonnante, irrégulière, saignant au contact. Et on peut obtenir l'histologie autrement. On peut faire une ponction biopsie transpariétale guidée par scanner, etc. Retenez, le diagnostic de certitude, c'est vraiment l'histologie. Et ce n'est pas la fibroscopie ou la fibroscopie. On peut faire le diagnostic sans. Ça peut être chirurgical, c'est vraiment l'histologie qui fait le diagnostic. Dernière question, on vous demande les grandes lignes de votre prise en charge. Donc, c'est un cancer associé à une maladie de système. Un cancer, il faut d'abord faire un bilan d'extension. Bilan d'extension, le scanner thoraco-abdominopelvien. Pensez dans une tumeur pulmonaire aux coupes sur les surrénales. Très important parce que les cancers pulmonaires font beaucoup de métastases surrénaliennes. Après, pensez l'échographie abdominale, le scanner cérébral et la scintigraphie osseuse. J'insiste sur la scintigraphie osseuse parce que les cancers pulmonaires font des métastases osseuses de façon assez fréquente. Ensuite, il faut faire un bilan préthérapeutique. Bilan préthérapeutique, est-ce que le terrain du patient permet d'être opéré? Essentiellement le bilan cardiaque avec l'échographie cardiaque, le bilan respiratoire avec les EFR, et puis le bilan nutritionnel et de l'état général. Chez ce patient qui a une hépatite C, pensez à insister sur le bilan hépatique. Ensuite, on a la prise en charge thérapeutique. Ce qui est très important, c'est qu'elle doit être pluridisciplinaire. Réunion de concertation pluridisciplinaire.
avec mise en place d'un projet de soins personnalisé. Après, il faut une décision claire. Est-ce que ça va être quelque chose de palliatif ou quelque chose de curatif? Donc, en fonction du bilan d'extension et du terrain du patient, on va décider. Dans un cancer, pensez au traitement spécifique, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, et énormément, pensez au traitement symptomatique, qui a une importance, une très grande importance dans les cancers. Donc vraiment, réunion de concertation pluridisciplinaire, traitement symptomatique. Et puis, pensez à toutes les mesures associées, la prise en charge à 100%, et pensez, c'est un ancien ouvrier qui a peut-être été exposé à l'amiante, et donc qui peut toucher des avantages financiers, sociaux, si sa maladie est reconnue comme une maladie professionnelle. Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir de ce cas, c'est la dermatomyosite. Vous n'avez pas à en retenir grand-chose. C'est plus pour que vous ayez une maladie que vous ne connaissez pas, que vous arriviez quand même à réfléchir dessus. Ne soyez pas déstabilisés. Retenez les manifestations cutanées de la dermatomyosite. Retenez qu'une dermatomyosite, ça doit être associé à... c'est fréquemment associé à un cancer. Retenez comment différencier une maladie du muscle d'une maladie du nerf. Donc, le muscle, c'est une atteinte proximale. Le nerf, c'est plutôt distal. Le muscle, on n'a pas d'atteinte sensitive. On respecte les réflexes ostéotendineux et on n'a pas de fasciculation. Et puis, pensez, le diagnostic des cancers, c'est histologique et le traitement des cancers, c'est à discuter de façon pluridisciplinaire, en réunion de concertation pluridisciplinaire et une prise en charge adaptée. Et voilà pour le deuxième cas clinique.